Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, présenté par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Sybille, que s'est-il passé cette semaine dans le monde de l'art ? Alors on a franchi une étape dans la modernisation de la régulation du marché de l'art. Un décret a été publié en fin de semaine dernière. Qu'est-ce qui change ? C'est en fait tout le vocabulaire autour de l'autorité qui régule les maisons de vente aux enchères. On ne parle plus de conseil des ventes, mais on parle désormais de conseil des maisons de vente. Et ces représentants seront élus par les membres du conseil et plus nommés par le gouvernement. D'autre part, on ne dit plus commissaire-priseur judiciaire ni huissier. Ces deux professions se fusionnent pour donner naissance aux commissaires de justice. Et leur formation aussi évolue avec une partie consacrée à des stages et une autre partie à la formation professionnelle continue. Donc voilà, il va falloir s'habituer à ce nouveau vocabulaire. Eh ben, on va l'apprendre et s'habituer pour la chronique, notamment l'art à la une. On revient sur un sujet qu'on traitait aussi régulièrement dans la chronique, Sybille, les restitutions. La ministre de la Culture avait annoncé la mise en place de lois cadres pour les restitutions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Oui, elle avait parlé en fait de 3 lois cadres différentes qui sont en cours de réflexion. Donc les démarches sont lancées pour l'une d'entre elles, c'est celle qui concerne les restitutions aux pays africains. Emmanuel Macron est en ce moment même au Gabon. Il fait un voyage dans plusieurs pays africains. Il a fait un discours à l'Élysée juste avant son départ dans lequel il a annoncé que le projet serait proposé dans les prochaines semaines au Parlement. Cette loi cadre permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder à de nouvelles restitutions au profit des pays africains qui le demandent. Le président veut aussi mettre en place un partenariat culturel scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres. Un partenariat qui pourrait s'élargir à l'échelle européenne. Il donne l'exemple du fonds franco-allemand qui est déjà lancé et qui fait des recherches de provenance sur les œuvres africaines qui appartiennent à certaines collections. Donc si je comprends bien, l'objectif est d'accélérer des restitutions comme celles que l'on a pu voir au Bénin, par exemple. Exactement. En fait, par exemple, au Bénin, 26 œuvres avaient été pillées par un général français au XIXe siècle. Elles étaient conservées au musée du Quai Branly. Et entre l'annonce de la restitution par le président en 2018 et la restitution effective, il s'est écoulé 3 ans. Voilà, c'est seulement en 2021 que le projet de loi spécifique à cette restitution a été adopté par l'Assemblée nationale. Et on continue avec les actualités de la semaine dans le monde de l'art. La tabatière Choiseul entre dans les collections du Louvre. Oui, le musée du Louvre annonce l'acquisition de la tabatière Choiseul, chef-d'œuvre de l'art de la miniature du XVIIIe siècle. La tabatière, dont la monture d'or date de 1770, est le fruit d'une collaboration entre 2 artistes, Louis-Nicolas van Blarenberg, célèbre miniaturiste, et Louis Roussel, orfèvre privilégié du roi. Selon le Louvre, cette tabatière est l'un des objets du XVIIIe siècle français le plus célèbre du monde. Elle doit sa réputation à ses miniatures qui représente le duc de Choiseul, qui était chef du gouvernement de Louis XV. Et sur ces 6 petites faces de la boîte sont mises en scène avec une extrême précision les activités quotidiennes du duc Choiseul. Les miniatures, d'ailleurs, sont réalisées à la gouache. Et alors, quel a été le prix de l'acquisition, Sybille ? Cette tabatière a été achetée pour 3,9 millions d'euros. De l'argent mobilisé via la campagne Tous Mécènes qui a rassemblé 5000 donateurs en 4 mois avec un don moyen de 184 euros. L'objectif était de démocratiser l'action de mécénat le plus possible. Alors il y a eu les particuliers, mais aussi on trouve de très grands donateurs comme Michel Lacoste, la Société des Amis du Louvre avec aussi le Cercle International et les Amis Américains du Louvre et puis aussi les laboratoires Septodonte. Les opérations Tous Mécènes sont organisées depuis 2010 par le Louvre et depuis 31 000 donateurs ont déjà été mobilisés. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Paul Ferloni. Bonjour Paul Ferloni. Bonjour Arnaud. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Libretis, une plateforme de vente en ligne d'œuvres d'art, mais vous avez également écrit Les marchés de l'art, le guide pour monter sa collection. Et c'est justement le sujet qui va nous animer aujourd'hui, comprendre quelles sont les étapes, les premières étapes que l'on peut mettre en place pour monter sa collection d'œuvres d'art avant d'aller sur la démarche concrète quand on décide de lancer une collection. Une première question, est-ce que tout le monde peut se lancer dans la collection d'œuvres d'art ou est-ce qu'il faut détenir quand même un petit capital ou un petit patrimoine au départ ? Alors, pour ce qui est de est-ce que
tout le monde peut commencer une collection d'œuvres d'art. Ce qu'il faut avant tout, ça paraît un peu bateau, mais c'est que la curiosité, c'est l'envie de vouloir monter une collection d'œuvres d'art. Aujourd'hui, en France, pour donner une idée des ordres de grandeur, 77% des lots vendus en vente aux enchères le sont à moins de 4 000 euros. Ce qui fait que dans cette fourchette de prix, vous avez des lots à 100 euros, vous avez des lots à 4 000 euros, vous en avez à 500 euros. Donc vous avez vraiment pour tous les budgets, entre guillemets. Ce qu'il faut, c'est vraiment de la passion, vouloir s'intéresser à ces œuvres d'art. Et ensuite, suivant, à mon sens, tous les budgets, vous pourrez commencer une collection. Il n'y a pas de notion de somme. Quand on parle de collection, on imagine quand même qu'on va en avoir plusieurs, on peut en avoir une petite dizaine. Ça veut dire quand même qu'il faut avoir... Je repose ma question, mais un petit budget, ou c'est vrai que finalement, si on cherche des œuvres à 100 euros, on peut considérer qu'on a commencé à développer une collection d'œuvres d'art? Si vous collectionnez par exemple les estampes anciennes, vous pourrez avoir une collection pour 2-3 000 euros. Si vous vous intéressez qu'à Roscoe et à Andy Warhol, il faudra compter un peu plus de budget. Mais disons que tout dépend en fait de la collection que vous voulez et de l'ambition que vous avez pour cette collection. En général, c'est l'œuvre d'une vie, donc ça dépend aussi de vos moyens. Mais en fait, je pense que la collection s'adapte à vos moyens et que, suivant tous les budgets, on peut avoir une collection qui se tient complètement et qui est... Et dans le paysage français, est-ce qu'on sait si les collectionneurs, généralement, c'est quand même des personnes d'un certain âge et qui ont un fort budget, ou alors c'est vraiment sur tous les âges, toutes les fortunes? Alors, en France, en tout cas, les collectionneurs, c'est le profil entre 40 et 55 ans, CSP+, surtout des hommes, même si c'est en train d'évoluer, parce qu'on a maintenant des grosses collections faites par des femmes. Enfin, voilà, c'est pour l'anecdote. Mais disons que ça commence à évoluer, et surtout que depuis les premiers confinements, il y a eu un bouleversement qui a eu lieu. Ce sont les jeunes acteurs. Donc, c'est ceux qui sont touchés par Instagram, ceux qui sont touchés par les réseaux sociaux, et qui commencent à se dire pourquoi pas nous. Et ça, c'est une nouvelle clientèle qui commence à arriver et qui est vraiment chassée par tous les marchands, par les maisons de vente. C'est la clientèle des 28-35 ans, qui sont les primo-accédants, ce qu'on appelle les primo-accédants, et qui sont un peu l'objet de ce livre. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit ça, ou parce que vous avez été confronté déjà à vos problèmes? Alors, personnellement, vous avez été confronté à des problèmes? En fait, j'en suis venu à écrire ce livre puisque c'était des questions que me posaient à chaque fois les clients. Est-ce qu'on fait bien d'acheter ça? Est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez cher? Et quand... voilà, c'est ces questions qui en fait paraissent très bateaux, mais qui en soi sont très importantes. Je comprends que pour quelqu'un qui n'y connaisse pas grand-chose et qui a envie de s'y intéresser, les barrières sont multiples et quasiment à tous les niveaux. C'est que vous êtes dans un milieu d'initiés qui est pas forcément... qui est compliqué à appréhender. Et voilà, donc en fait, ce livre, je l'ai écrit puisque ça permettait de répondre à toutes ces questions des clients, et de donner des clés qui sont vraiment très factuelles et très pratiques. Je voulais pas que ce soit quelque chose de théorique, mais quelque chose de très clair pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter une œuvre et comment ne pas tomber dans les écueils en achetant un faux. Ça, c'est le pire des cas. Mais ça arrive d'acheter un faux quand on va voir un marchand d'art? Ça arrive très souvent, enfin même quand on est marchand, ça nous arrive d'acheter des faux. Et c'est pour ça qu'en fait, une des choses que je mets le plus en avant dans le livre, c'est l'aspect critique qu'il faut avoir envers le livre. Il faut faire peser une enquête à chaque œuvre d'art que vous voulez acheter. C'est-à-dire qu'il faut se dire pourquoi que cette personne me la propose, est-ce que l'historique est vraiment tracé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un travail d'enquêteur. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'en fait, plus vous allez enquêter sur l'œuvre, plus vous allez l'appréhender, et à la fin, vous saurez si vous avez envie de l'acheter ou non. Et ça rejoint la question de la collection, c'est que en général, c'est pas vous qui achetez l'œuvre, c'est l'œuvre qui vous trouve. Donc en fait, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est tout le travail du marchand. Et justement, vous donnez un exemple assez précis. Est-ce que vous pouvez nous le redonner en plateau sur toute cette enquête que vous faites autour d'une œuvre et pour trouver en fait le juste prix et l'authenticité que vous voulez certifier par vous-même en fait? Pour l'œuvre, pour le prix, c'est assez simple. En fait, il y a deux techniques que je propose. Une pour ceux qui n'ont pas les bases de données payantes, qui peuvent varier entre 150 euros jusqu'à 1000, 2000 euros par an. Donc, je comprends que pour certaines personnes, ça ne soit pas possible d'acheter de cet abonnement. Donc, la solution la plus simple, c'est d'avoir accès aux bases de données et de regarder les prix des différentes cotations. L'autre solution, c'est... Donc ça, c'est pour les marchands. Mais quand on n'est pas marchand, il faut trouver d'autres solutions. Puisque là aussi, il y a des offres qui se font pour les particuliers pour avoir accès à ces bases. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vraiment, le marché est en train de se déplacer, entre guillemets, vers ces primo-accédants, qui sont le réservoir de clients des prochaines années. Pour vous donner une idée, en fait, le marché de l'art aujourd'hui ne concerne que 2% de la population mondiale. Et tout le travail actuellement des maisons de vente, des galeries, ainsi de suite, c'est naturellement d'aller toucher les 98% restants. Bien sûr. Et donc, pour revenir à votre question sur le prix de l'œuvre, il faut
mon conseil, c'est de jamais se baser sur un seul résultat de vente ou que vous avez vu quelque part. Il faut toujours se baser sur au moins 2-3 résultats. Et en fait, il suffit d'observer les derniers résultats qui sont passés en général en vente, c'est les données qui sont les plus faciles d'accès. Oui, qui sont publiques, oui. De faire en quelque sorte une moyenne. Et l'autre solution, c'est sinon d'avoir un très bon conseil ou d'être conseillé par un marchand, un collectionneur, un galeriste. Mais dans ce cas-là, ce serait parce que si on veut acheter une œuvre en galerie ou alors en ligne ou alors une œuvre qui va être vendue aux enchères et du coup on ne sait pas trop jusqu'où enchérir. Ou ça s'applique à ces 3 cas? Ça s'applique à ces 3 cas. Vous faites une moyenne des derniers résultats de vente en comparant le comparable, c'est-à-dire une œuvre d'état similaire, de format similaire et de médium similaire. Ça veut dire que si c'est une peinture, n'allez pas comparer une peinture avec un dessin. Ça n'a rien à voir, c'est quasiment 2 marchés différents. Il faut comparer ce qui est comparable, mais une fois que vous aurez à peu près les mêmes dimensions, le même médium et le même artiste évidemment, vous pourrez avoir une idée assez précise du prix à laquelle il faut acheter cette œuvre. Et un autre point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est l'authenticité. Oui, bah oui. Et donc, vous dites qu'en tant que collectionneur, on a aussi des clés pour permettre de s'assurer de l'authenticité, malgré le fait que, quand on achète en galerie, il va y avoir un certificat. Oui, alors moi ce que je recommande dans le livre, et ce qu'il faut avoir, c'est vraiment, ce que je disais, c'est une position critique vis-à-vis de l'œuvre. Il ne faut pas simplement vous dire, bah voilà, je vous donne un dessin du Trillo, c'est un dessin du Trillo. Il faut regarder les certificats, par qui ils sont faits, parce que n'importe qui peut faire un certificat, et il faut être sûr que la personne qui fait ce certificat fait référence sur l'artiste. Si vous prenez, par exemple, n'importe qui peut faire un certificat, donc il faut être sûr de qui fait ce certificat. Et ensuite, il faut regarder ce que vous dit le vendeur. Oui, parce qu'il n'y a pas de certification pour les experts, c'est ça, n'importe qui peut être expert et déterminer que telle œuvre correspond bien à tel artiste ou autre, c'est ça? En France et même partout en Europe, n'importe qui peut se décréter expert. Dans les faits, en général, ça arrive peu que des gens se décrètent experts, puisqu'il faut entre 10 et 15 ans de pratique. On peut quand même regarder la biographie de la personne. Oui, c'est ça, les antécédents. Et dégage des qualités, entre guillemets, on ne parle pas de label non plus, mais c'est de faire partie d'un syndicat d'experts. Oui, il y a des cercles. Voilà, il y a des façons aussi, il faut aller voir un expert qui fait partie d'un syndicat et qui fait référence sur tel ou tel sujet. Encore une fois, si vous voulez acheter un dessin du Trillo ou de Van Dongen, vous n'allez pas voir le même expert. Il faut voir l'expert spécialisé suivant l'œuvre qui vous intéresse. Si on revient sur une question très concrète, comment commencer sa collection? Est-ce qu'on va à la FIAC par exemple et on cherche l'artiste dont on pense qu'il va monter, ou est-ce qu'on va vers sa première passion? Quelle est la première pierre pour commencer une collection? J'ai envie de dire, tout dépend. Il y a autant de collections que de personnes qui veulent démarrer une collection. C'est-à-dire que si vous voulez si vous intéressez à l'art contemporain, oui, ça sera bien d'aller à l'ancienne FIAC, mais qui maintenant est à Art Basel. Mais ça sera bien si vous voulez aller sur l'art contemporain, moi j'irais plutôt dans des résidences d'artistes, aller s'intéresser aux foires d'artistes qui démarrent, sorties des Beaux-Arts, aller aux Beaux-Arts, il y a des expositions parfois de groupes, et aller regarder ce qui vous plaît. En fait, pour démarrer une collection, je pense que, et encore une fois, je le martèle aussi dans le livre, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut vous intéresser, voir des expositions, regarder les œuvres qui vous intéressent, si vous préférez l'art abstrait, si vous préférez l'art figuratif, et en fonction de ça, vous allez avoir des artistes qui vont vous intéresser. Et quand vous aurez ces artistes qui vont vous intéresser, vous allez vous intéresser à eux, acheter une monographie, acheter un livre sur tel ou tel artiste, et vous allez voir si l'artiste vous intéresse toujours. Et je pense que pour démarrer une collection, ça se fait presque au feeling, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un marché qui échappe un peu à toute chose très... Il y a beaucoup de subjectivité derrière. Exactement. On ne peut pas expliquer pourquoi vous aimez telle ou telle œuvre. Ça se fait naturellement. Et une fois que vous serez intéressé par telle œuvre, vous allez commencer à faire des recherches. Et plus vous ferez des recherches, plus vous allez réussir à cibler votre recherche. Et vous terminerez par une œuvre qui viendra à vous, entre guillemets. Et commencer petit, en revanche, par rapport à l'artiste qu'on choisit. Comment quoi? Commencer petit, dans le sens où on va acheter peut-être des dessins ou des lithographies. Oui, normalement, l'idée, c'est de démarrer. Si vous n'êtes pas sûr si vous démarrez, il vaut mieux, en général, ne pas mettre tout votre budget dans une seule œuvre. Moi, je conseille d'acheter plusieurs œuvres de différents artistes ou plusieurs œuvres d'un même artiste qu'une très grosse œuvre. Après, oui. Si vous avez besoin de savoir de préciser votre pensée, entre guillemets, et ce que vous voulez faire comme collection, il vaut mieux démarrer par des lithographies. Ensuite, vous attaquerez sur le dessin, la peinture, et ainsi de suite. Mais pas forcément, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller vers la peinture non plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très belles collections de lithographies, de dessins. Et c'est ce dont je parle dans le livre aussi. C'est qu'il vaut mieux avoir des grandes œuvres d'un petit maître que des petites œuvres d'un grand maître. C'est-à-dire que si c'est pour avoir un bout de nappe gribouillé par Picasso, je pense que ça a peut-être moins de sens que d'acheter une œuvre
importante d'un autre artiste. Et juste pour terminer, vous pouvez marquer aussi un point sur les terminologies utilisées. Et là, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, du fait qu'il y a plein de termes qui sont utilisés dans les fiches de marchands, de ventes aux enchères, d'après un tel artiste, par tel artiste. Et ça, il faut vraiment être attentif à ces petits mots qui peuvent tromper. Oui, c'est sûr, c'est une terminologie qui est en fait très juridique. Hein. C'est des appellations, entre guillemets, qui leur permettent de se protéger juridiquement sur l'œuvre. Donc là aussi, il faut être extrêmement vigilant, parce que c'est pas quelque chose qu'on vous apprend, c'est pas quelque chose qui est écrit. On vous donne pas un guide avant d'acheter une œuvre d'art en vous disant attention. Si j'ai mis d'après... Oui, si, maintenant, si. Voilà, maintenant, on vous en donne un. Mais disons qu'il faut faire très attention. Et par exemple, vous parliez d'après. Quand on dit qu'une œuvre est d'après, c'est-à-dire qu'elle n'est pas originale. Donc, elle n'est pas faite de la main de l'artiste. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à toutes ces dénominations qui permettent de décrire les œuvres d'art. Merci beaucoup, Paul Ferrigny. Je rappelle que vous êtes fondateur de Librettis, mais aussi auteur du livre Les marchés de l'art, le guide pour monter sa collection. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.